Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Assainissement de la ville-province de Kinshasa, c'est l'une des priorités du gouvernement provincial Daniel Bumba. Mais le constat est que chaque locataire de l'hôtel des villes de Kinshasa en fait son cheval de bataille. Mais en fin de compte, rien n'est fait, si pas rien du tout, même pas 1% de ce qu'attendent les Kinois. Alors pourquoi cette situation et que faire pour se rattraper? Les réponses, nous allons les avoir dans cette émission, ce nouveau magazine environnemental. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio Top Congo FM et surtout du magazine Top Vert, nous vous disons bienvenue et bonjour. Notre sujet du jour porte sur l'entrave à l'assainissement de Kinshasa. Et pour en parler, dans ce studio, nous avons Monsieur Bertin Mbouya-Kilabi, il est environnementaliste de son état. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. C'est la deuxième fois que vous venez nous visiter ici à Top Congo. Ah oui, avec vous, il y a une autre fois avec madame Myriam. Ok, je suis contente en tout cas de vous revoir. À l'époque, vous étiez encore étudiant, hein? Oui. Vous faisiez encore, rappelez-nous? Je faisais les sciences et gestion de l'environnement. Maintenant, je suis à Prédan, je suis au 3e cycle. Ah bon? J'ai voulu aussi. Toujours à l'UNIKIN. À l'UNIKIN, oui. Oui, vous évoluez toujours dans le même environnement. Bien sûr. Et dans la même lutte aussi. Bien sûr que oui. Ok. En tout cas, c'est bien de savoir que vous êtes maintenant, vous faites votre 3e cycle. Alors, commençons d'abord par faire un état des lieux du secteur de l'environnement dans la ville, province Kinshasa. Ah, merci madame, en tout cas je vous remercie d'abord pour l'invitation, c'est le renouvellement de la confiance, ça me va tout droit au cœur pour Radio Top Congo et à vous personnellement. L'état des lieux de la ville de Kinshasa sur le plan d'assainissement, il y a un grand défi, beaucoup de questions à se poser, d'autres même n'ont pas de réponse, vous venez de les dire. Les différents gouverneurs qui passent s'est fixé beaucoup d'attentes, mais à la fin, le résultat sur le terrain ne reflète pas la réalité. Nous avons une ville qui devrait normalement être ce que n'est pas aujourd'hui, parce que c'est la capitale, c'est la vitrine du pays. Le miroir. Le miroir, justement. Elle est aujourd'hui remplie de déchets dans les caniveaux, dans les rues, dans les espaces publics, même à côté des grandes institutions de la République, nous trouvons qu'il y a des déchets. Et donc, avec ces constats, sincèrement, s'il faut dire que notre ville est propre, nous serons à côté de la réalité. La ville de Kinshasa est insalubre, elle est impropre et cela nous défie tous, dirigeants et nous petits peuples. Nous avons une grande responsabilité. Cette insalubrité nous donne beaucoup de messages. Les premiers messages, c'est qu'on a comme l'impression que les Congolais dans leur ensemble n'arrivent pas à faire les liens entre la qualité de l'environnement et la qualité de la santé. Parce que si on arrivait à comprendre qu'un environnement malsain peut produire de maladies et différents autres problèmes liés à la santé, au social et même pourquoi pas à l'économie, on aurait un regard particulier sur ça. Oui, on aurait mis un accent particulier sur ça. Alors d'après vous, qu'est-ce qui explique cette situation-là, du fait qu'on n'avance pas? On est là toujours tout le monde est en train de décrier la situation que non, ça ne va pas. La ville est polluée, tellement polluée qu'on ne sait même pas bien respirer. Il y a des maladies qui sont les conséquences au fait de cette insalubrité. Alors, d'après vous, merci, madame. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Alors, j'ai une large réflexion autour de cette question, les entraves à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Cette réflexion est basée sur un modèle d'assainissement durable de la ville. Ça veut dire, je suis convaincu que si ces causes ou ces entraves sont résolues, alors notre ville sera assainie et de manière durable. J'ai essayé de réfléchir après, je suis tombé d'accord sur quelques 8 points, c'est beaucoup, oui, beaucoup de causes, mais répartis en 3 classes. Donc il y a des principales classes avec une classe intermédiaire qui font à ce que
au travers de ces classes, ces 8 points face entrave à l'assainissement de la ville. La première classe, c'est la classe d'une approche qu'on appelle les bottom-up. Je vais m'expliquer. Les bottom-up sous-entend, c'est une stratégie de la résolution du problème qui part de la base à la haute hiérarchie. Donc, ça veut dire, nous avons un problème dans la société. Pour le résoudre, on consulte d'abord la plus basse classe de cette communauté, et cette communauté impulse un vent qui affecte la suite de la société jusqu'à la haute hiérarchie. Vous allez nous expliquer. Ça, c'est la stratégie, oui, parce que justement. Là, c'est un peu compliqué. Oui, bottom-up. Ouais. Et cette stratégie, d'ailleurs, elle est traduite Bottom-up. Bottom-up, oui. En français, c'est ascendant. Ça s'appelle ascendant, c'est partir du bas vers les hauts. C'est une stratégie qui est aussi beaucoup exprimée dans la démocratie. En réalité, la démocratie, c'est les bottom-up, parce qu'elle est définie comme étant le pouvoir du peuple, pour le peuple et par les peuples. C'est vrai que sur le plan d'application, il y a beaucoup de choses, mais en soi, c'est ça la vision. On part de la basse couche vers la hiérarchie. Et donc, les problèmes d'assainissement, moi, je me dis que ce n'est pas seulement la haute hiérarchie qui peut influencer la question d'assainissement de la ville. On peut commencer par les petits peuples pour influencer la suite. Ça, c'est la première classe d'action que je vais citer. Des causes ou des entraves à l'assainissement de la ville. La deuxième classe, c'est la classe bottom-up. Pardon, top-down. Top-down. Les top-down, c'est si les bottom-up, on est parti de la basse classe vers la haute hiérarchie, les top-down sous-entend l'influence, justement. L'impulsion doit provenir de la haute hiérarchie pour influencer justement la base, et puis il y aura un équilibre. Et la troisième classe, la dernière, c'est une classe intermédiaire dans laquelle on trouve les différentes caractéristiques dans les 2 premières classes. Déjà, en premier... Et en anglais, vous l'avez nommé comment? En anglais, c'est la première, c'est bottom-up, et bottom-up, top-down, et puis top-down, oui. La troisième classe... Troisième classe, c'est une classe intermédiaire, notamment justement qui regroupe ces 2 classes. Déjà, la première classe, quelles sont les entraves qui font à ce que la ville de Kinshasa soit insalubre? La première entrave, c'est la non-implication des familles. Implication. Non-implication, c'est la non-implication des familles. Comment ça? Ah oui, justement, dans l'assainissement. La deuxième cause, je vais m'expliquer pourquoi. La deuxième cause, c'est la non-implication ou la non-quasi-implication des églises et des associations à but non lucratif. Et la troisième entrave, c'est la non-implication ou la quasi-non-implication de partis politiques. Ça, ce sont les causes que je crois que si l'implication il y avait dans ces 3 sphères, l'assainissement de la ville serait une réalité. Pourquoi je l'ai dit? Comment? Oui, justement, les familles dans une communauté, c'est l'unité des bases en soi d'une société. Tout ce que nous sommes, chacun provient d'une famille. Et les attitudes que nous avons dans la cité, au travail, c'est la résultante de comment nous vivons chez nous. Ça peut être la politesse, l'impolitesse, la perspicacité, le courage. C'est le résultat de comment nous avons été éduqués. C'est vrai, il y a aussi des gens qui ont grandi seuls. C'est une exception, mais en général, tout le monde... Mais grandi dans une société. Justement, on est dans une société. Et donc, si dans la famille, il y a inculcation de les bas âge chez les enfants d'un comportement respectueux de l'environnement, alors on aurait beaucoup de personnes qui auraient des attitudes respectueuses de l'environnement, et c'est la suite de l'impactation de toute une communauté qui a une mentalité respectueuse de l'environnement. Je donne un exemple d'une parcelle qui, dans cette parcelle, il y a des enfants qui ne jettent pas les déchets n'importe comment, qui savent que les caniveaux devant notre parcelle n'est pas un dépotoir, n'est pas une poubelle. Alors cette famille prend des initiatives à l'interne pour gérer leurs propres déchets. Et la partie qu'ils ne peuvent pas gérer, alors ils peuvent les amener dans une décharge publique ou dans un dispositif que la hiérarchie a mis en place. Ça, c'est un exemple. Quand je dis la non-implication des familles, c'est vrai, il y a des familles qui se distinguent. Peut-être qu'ils se disent, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y en a qui prêchent par l'exemple. Mais si nous avons une ville insalubre, ça signifie que ces familles qui ont pris connaissance ou conscience sont minoritaires. Ne représentent rien. Ne représentent presque rien. Supposons que vous avez une avenue où chaque famille
connaît gérer ses déchets. Et donc, devant à sa parcelle, les caniveaux il n'y jette pas les déchets dedans. C'est toute une avenue qui sera propre. Et sur une avenue, par exemple, de 10 parcelles, si déjà 7 ou 6 respectent déjà ce que vous dites là, donc ça va influencer aussi à pouvoir suivre le pas. Suivre le pas. Et donc c'est aussi l'éducation. Oui. Mal transmise au niveau des différentes familles. En fait, justement. Et si vous avez des familles comme ça, vous aurez des avenues propres, vous aurez des quartiers propres, vous aurez des communes propres, et après vous aurez une ville propre, parce qu'en soi, tout part des familles. Et donc, si nous avons des villes insalubres, nous pouvons tout dire, mais en réalité, les familles n'ont pas aussi joué leur partition. Ils sont aussi pour beaucoup. Justement. Deuxième composante ou deuxième cause, je parlais des églises et des associations à but non lucratif. Beaucoup de gens disent que l'église, c'est l'opium du peuple. On suppose que les églises sont venues endormir les gens. Moi, je suis croyant. Je dis que c'est pas vrai. Parce que dans les églises, on ne prêche pas la fainéantise, on ne prêche pas l'insalubrité, on prêche le fait de s'approcher à Dieu. Oui. Mais pourquoi ça fait-il que nous avons un pays qui a un grand pourcentage de croyants? Je ne parle pas que de chrétiens, il y a des musulmans et d'autres. Mais nous avons un environnement insalubre. Pourtant, si nous étudions la considération que les croyants ont envers les pasteurs, les imams, etc., on comprend que si, au travers des églises, il y avait aussi une vision d'amener des personnes à respecter leur environnement, parce que je ne crois pas que Dieu est pour l'insalubrité, il y aurait un impact sur terrain. Et en ce moment-là, on comprendra que les églises, en dehors d'amener les gens au ciel, justement, ne jouent pas un rôle de protecteur de l'environnement. D'ailleurs, pour les chrétiens, la Bible le dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'abord, c'est l'amour. Dieu a aimé le monde. Je ne sais pas si j'interprète mal, mais on dit Dieu a tant aimé le monde. Le monde, d'abord, c'est l'environnement. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit gardien de l'environnement. Mais l'homme s'est détourné, c'est parce qu'il a péché, et du coup, il a commencé à détruire l'environnement. Et par l'amour du monde, Dieu est venu le sauver pour qu'il rentre, qu'il redevienne protecteur de l'environnement. Donc, ça veut dire que dans le monde... Mais l'homme ne prend pas conscience de ça. Justement, il n'y a pas conscience. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. C'est lui qui pense connaître Dieu, alors que Dieu aime aussi l'environnement. Pourquoi il n'aimerait pas l'environnement? Ça veut dire que les églises ont un rôle à jouer. C'est vrai qu'il y en a qui le font déjà, ils passent un message d'éducation à l'environnement. Il y en a qui mènent des campagnes, oui. Des campagnes, justement. Mais nous les encourageons. Ce n'est pas que de faire de cette question une priorité à l'église, mais si on martèle aussi sur ça, puisque les croyants respectent beaucoup ceux qui leur enseignent la parole de Dieu, je crois que cette question, justement, peut avoir un impact significatif et ça peut affecter les problèmes d'assainissement de notre ville de manière positive. Et je suis convaincu. Les associations, troisième justement, il y a les associations qui rentrent dans la même catégorie. Les partis politiques sont de structures pas pondeuses, mais productrices des dirigeants qui décident sur les communautés. On les appelle aussi des familles politiques. Vous comprendrez qu'ils ont presque le même rôle que les familles pourraient jouer pour des unités un peu plus restreintes. Les familles politiques ou les partis politiques, c'est elles qui nous produisent des personnes qui nous dirigent. Si elles avaient une vision assainie, je ne crois pas que cette ville serait insalubre telle qu'elle est. Et je peux même dire que ce que nous sommes, l'insalubrité que nous vivons, c'est aussi la résultante de comment les partis politiques perçoivent la vision qu'ils ont. Parce que si c'était, on se disait, nous, notre parti, en dehors de nos idéaux, il y a la question environnementale qui touche vraiment la population sur l'aspect social et économique et sur le plan de la santé, alors le politicien que nous allons produire doit être respectueux de l'environnement, il y aura un impact. Et donc, vous comprendrez qu'en ce moment-là, on peut partir justement de cette basse hiérarchie pour influencer les cours de l'aspect lié à l'assainissement. Et ça, c'est l'approche bottom-up. OK. Nous allons maintenant à top-down. Top-down, justement, oui. J'avais dit le top-down, c'est l'influence de la société partant de la haute hiérarchie. Et dans les top-down, il y a aussi trois entraves qui font à ce que, au travers de la haute hiérarchie, qu'il n'y ait pas une bonne succession de décisions allant dans le secteur de la protection de l'environnement dans son ensemble. Succession mais dans ou les mauvaises décisions prises, par exemple, justement, ou des mauvaises mesures. Un tout petit peu, oui. La première entrave que je cite dans les top-down, d'abord,
c'est la non-application de lois en matière de protection de l'environnement. On a comme l'impression que les lois n'existaient pas. Pourtant, depuis la Constitution jusqu'aux lois révisées, l'environnement est promu. L'article 53 de la Constitution de notre pays dit « Tout Congolais a droit à un environnement sain et propice. » Et même à les devoirs de le défendre. Là, c'est la partition du peuple. Mais en réalité, les dirigeants devraient commencer à respecter ces lois. Nous avons toute une panoplie de lois qui portent sur la protection de l'environnement, mais ceux qui ne sont pas respectés. Le respect de la loi, je fais allusion d'abord, au fait qu'il y a des contraintes, que les entreprises qui produisent les déchets, au travers du principe des pollueurs-payeurs, puissent mettre en place des dispositifs qui participent aussi au recyclage des déchets qu'ils produisent, d'une part. Et d'autre part, quand je fais allusion au non-respect de la loi, je vois si pas des ordonnances, je vois des arrêtés qui ont été signés, des décrets qui ont été signés interdisant la production des emballages plastiques à grande échelle. Il y a eu des lois qui ont été signées pour interdire les produits à usage unique plastique ici dans notre pays, mais qui n'ont jamais été appliquées. Cette non-application montre même combien nos autorités n'ont pas un regard particulier sur la question d'assainissement. Un pays comme le nôtre, la léthargie, le non-suivi, tout ça, où vous avez un système de gestion des déchets défaillant, la seule façon d'éradiquer la prolifération des déchets serait de mettre des lois contraignantes pour ne pas produire une grande quantité de déchets. C'est normal, on l'a fait. Dernièrement, on a entendu des gouverneurs qui ont dit les sachets au pire. C'est comme ça qu'on les appelle les au pire. On ne les produit plus. Les emballages non biodégradables, on ne va plus les produire en les substituant à des emballages. C'était un vent. Mais du coup, c'est arrêté et on a comme l'impression que nous regardons ailleurs qu'au respect des lois. Et donc, si on respectait les lois dans ces pays, comme ils ont été signés, alors de la haute hiérarchie, il y aurait une influence qui se répercuterait. Une décision qui doit être appliquée à la lettre. Justement. Et il faut qu'il y ait suivi de cette application. Suivi, oui, justement. Quand je parle de non-respect de loi, c'est justement cette défaillance en termes de suivi aussi qui ne s'ensuit pas. L'autre entrave de la haute hiérarchie pour influencer la société dans ce qui concerne l'assainissement, c'est la presque non-implication des différents leaders d'opinion. Ah oui. Beaucoup de questions là-dedans. Je commence par vous, les hommes de médias. Là, ça ne rentrait pas dans les églises, associations. Non. Il y a des leaders d'opinion qui ont telle renommée que quand ils parlent, en fait, c'est pas très lié aux églises, tout ça. J'ai mis une catégorie un peu plus à côté de ces genres de personnes. YouTubeurs, des genres... Un tout petit peu, oui, mais ceux qui ont une grande renommée. Nous avons des artistes et musiciens. Nous avons des joueurs. Nous avons des stars. Nous avons des grands artistes peintres. Nous avons des prix Nobel. Des prix Nobel. Nous avons, vous, les hommes de médias. Vous savez, vous êtes le quatrième pouvoir. C'est comme ça on dit, non? Les médias, c'est le quatrième pouvoir. Oui, justement. Vous avez un grand pouvoir. Mais on a comme l'impression que pour les influenceurs, pour les joueurs, pour les musiciens, pour les hommes de médias, ce qui intéresse beaucoup plus, c'est je fais de la musique, c'est fini, je chante l'amour, je chante ceci. Mais vos fans meurent d'insalubrité, meurent de paludisme, meurent de maladies de mer sale. Pourquoi vous ne pouvez pas composer une chanson à l'honneur de la protection de l'environnement? Mais il y en a qui s'impliquent malheureusement. Comme je vous ai dit, nous, ici à Top Congo, nous avions... En fait, nous avions conçu cette émission, nous l'avons voulu ainsi pour que ça soit une émission pédagogique, pour que ça puisse sensibiliser et que ça puisse intéresser beaucoup plus de Quinois, même des Congolais, sur les questions liées à l'environnement, parce que nous vivons dans l'environnement. L'homme fait partie de l'environnement. Et l'homme doit protéger, effectivement, vous l'avez dit tantôt, que l'homme a été créé par Dieu, selon vous, selon votre entendement, pour aussi veiller à cet environnement, pour que ça soit propre et que ça soit insalubre. Donc, quelque part, on réalise des éléments. Quelque part, nous lançons aussi des alertes. Malheureusement, c'est comme si nous aussi, parce que là, vraiment, je parle au nom des médias, c'est comme si même notre voix aussi est difficilement entendue. Les gens ne s'intéressent pas trop. C'est comme s'ils ont vraiment l'esprit ailleurs. Ils pensent à autre chose. Alors, je ne sais pas. Je vais revenir à poser des questions sur cet aspect-là, mais vous pouvez continuer. Vous parliez de la non-implication des leaders d'opinion. Des leaders d'opinion, je crois que s'ils les faisaient autant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant, il y aurait une grande influence dans la société et les actions vont s'en suivre. Parce que, avec quelqu'un de grande personnalité des musiques que vous connaissez,
parler au nom de l'insalubrité, au nom de la salubrité de la ville, et on dit ensemble, disons non à l'insalubrité en faisant des gestes, des éco-gestes, ou pourquoi pas en menant des projets aussi de grande envergure. Est-ce que c'est pas interdit à un joueur aussi de financer un projet parce qu'ils ont des moyens d'assainissement de notre ville. C'est aussi important. Mais si c'est ponctuel, je pense que peut-être le problème, c'est au niveau de la régularité au fait, de l'action menée sur terrain. Par exemple, d'une campagne. Une campagne peut être menée, on dit, bon, pendant un mois, par exemple, et puis après un mois, les gens oublient. C'est comme si on dit aux gens, bon, on entre en carême, mais après carême, bon, tout le monde revient à ses anciennes habitudes. C'est ce qui se passe. Moi, je pense que si on devait poser des actions, il faudrait que ces actions soient continuelles. Il faudrait que les actions soient régulières et puis il faut que ces actions soient des actions, je dirais même pérennes, jusqu'à ce que vous puissiez tout assainir, même si on ne veut pas tout assainir, même pendant une bonne période. Oui, madame, vous l'avez dit. Mais si je suis en train d'énumérer toutes ces composantes, en réalité, les responsabilités sont très bien partagées. Les plus grandes responsabilités en matière d'assainissement, ce sont des décideurs. Mais si je suis en train de toucher différentes parties prenantes parce que je suppose ou j'ai raison de comprendre que la question liée à l'assainissement de la ville, à la lutte contre l'insalubrité n'est pas une exclusivité des députés ou des ministres. Nous vivons tous dans l'environnement, vous venez de le dire, et de l'environnement. Donc nous devons tous mettre la main dans la pâte. Vous avez touché les médias. C'est à peine qu'il y a un réveil sur le plan médiatique. Auparavant, c'était des questions politiques, des questions culturelles, de musique qui régnaient dans le média. C'est maintenant qu'il y a un éveil de la conscience environnementale. Vous êtes à féliciter. D'ailleurs, vous n'êtes pas nombreux, les journalistes qui parlent au nom de la protection de l'environnement. Et quand je suis en train de dire ces choses, ça veut dire que mon souci était de voir beaucoup plus, parce que l'environnement touche tous les secteurs, qu'il y ait l'implication des sujets d'environnement dans tout ce que tout le monde fait. Parce qu'en réalité, nous sommes dans l'environnement. Ce n'est pas seulement être un journaliste traitant les questions environnementales pour toucher ou pour défendre l'environnement. On peut être culturel, on peut être technique, on peut être santé, mais en incluant aussi les aspects de l'environnement. Ça, c'est un aspect très important. Troisième classe. Troisième classe, justement. Dans les top-down, avant d'aller à la troisième classe, il y a aussi les taux d'alphabétisme. C'est une entrave indirecte, mais qui a un rôle à jouer sur les systèmes d'assainissement. Parce qu'il a été fait un parallélisme selon lequel, dans le pays où il y a un taux élevé d'alphabétisme, les gens ont une compréhension autre sur la question liée à l'assainissement. On n'a pas besoin de taper jusqu'au point de mettre les poubelles et que les gens jettent à côté des poubelles. J'en ai vécu à Kintambo lorsqu'on a lancé le programme Kinshasa Bopeto. J'ai vu une poubelle vide. Mais les gens viennent jeter les Ils ont jeté à côté, justement. Mais dans le pays où il y a quand même des gens qui ont étudié, je ne parle pas avoir les diplômes parce que il y a vraiment, c'est une chose d'avoir les diplômes, mais une chose de comprendre pourquoi on a les diplômes. Est-ce que c'est un problème de l'intelligence ou d'être alphabète ou bien analphabète ou pas, ou bien question des bonnes manières seulement? Un tout petit peu, oui, mais si le plan de la présomption, on s'est dit quelqu'un qui a quand même un bac, c'est quelqu'un qui est supposé comprendre certaines choses. Pourquoi je dis ça? Pourquoi pourquoi je réfléchis dans ce sens-là? Tout simplement parce que si vous regardez le Congo dans son ensemble, le pays n'est pas vraiment sale. Parce que si vous allez à l'intérieur du pays, il y a des villes. Mais ces villes-là ne sont pas si sales comme Kinshasa. Elles sont en train de devenir, malheureusement. Il y avait le Lubumbashi qui était... Oui, il y avait le Lubumbashi. Aujourd'hui, Kinshasa, je dirais que c'est la ville la plus sale. C'est la sachétisation. Ça va maintenant dans les provinces. Moi, je viens d'être à Goma. Goma, c'est une ville, mais maintenant, là, il y a l'insalubrité qui commence à s'installer. Les lacs Kivu, moi, je viens... c'est une ville propre. Oui, propre. J'ai pris les lacs Kivu, je suis parti à Bukavu. Donc, les lacs commencent à y jeter encore des déchets. Petit à petit, au fur et à mesure que ça va continuer, dans les 10 prochaines années, on n'aura pas le même langage. C'est maintenant qu'il faut... C'est ce que j'ai dit, qu'il y a un problème de respect de loi. Des lois sont signées, l'application souffre beaucoup. Directement à la troisième classe, c'est la classe intermédiaire. Dans cette classe, il y a deux grandes entraves. La première entrave, c'est la non-pérennisation des acquis ou des efforts antérieurs en matière d'assainissement. Ça m'inquiète beaucoup. C'est au Congo, on dit que les hommes passent, les institutions restent. C'est dans ce pays où on voit, quand il y a des nouveaux dirigeants qui viennent, c'est comme si rien n'a été fait. Il faudrait qu'on vienne avec des nouveaux concepts, avec des... Chacun avec sa politique. Avec sa politique,
faisant dans les fonds les mêmes choses. Pour moi, je me disais... Et faisant croire aux autres que ce que l'autre avait fait, ce n'était pas bien. C'était pas bien. Moi, je suis venu faire, c'est ce qui s'est Or, nous sommes une nation. Nous ne sommes pas là des camps. Nous sommes un seul peuple. Moi, je crois qu'on devait rebâtir sur ce que les autres ont déjà fait. Par exemple, je prends un exemple cru et concret. Il y avait le lancement du programme Kinshasa Bopeto. Ce programme a eu ses hauts et ses bas. Mais s'il y a un nouveau dirigeant qui arrive, je crois que ça me servirait, personnellement, si c'était moi, ça ne me servirait pas de créer un nouveau concept. On évalue ce qui a été fait. Comme Kinezo Bonga, par exemple. Ça vient juste dans la complémentarité. On évalue ce qui a été fait et puis on peut lancer la deuxième édition de Kinshasa Bopeto. Et l'autre, le troisième gouverneur, il vient, il lance la troisième édition. On est en train d'élaguer ce qui n'a pas été bien fait. Progresser, c'est comme ça parce que l'assainissement de la ville, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans. Moi, personnellement, je ne suis pas trop les dirigeants qui... Non, la tâche, elle est grandiose. Il faut aller avec progressivement. Quand tu viens, tu fais ta part avec modestie, tu t'en vas. C'est comme ça. Mais chez nous, quand on arrive, même les associations, les ONG, il est dans les quartiers, quand quelqu'un assainit, quand lui vient avec notre projet, il change de nom, il fait la même chose, mais lui, il prend des images, il communique autrement. Et puis, il fait mieux que l'autre. Il fait mieux que l'autre. Alors que c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça... c'est le fait de minimiser les efforts. Il y en a même qui font exprès pour que ce que l'autre a fait soit détruit afin qu'on voit la ruine de ce qu'il a fait pour qu'on l'encourage. Or, ça ne fait pas, ça ne construit pas le pays. Ça, c'est quelque chose, une entrave qui est vraiment un frein de l'assainissement de la ville. Et ça se voit et chez les autorités et chez nous, le petit peuple. Et la deuxième entrave, en ce qui concerne les entraves intermédiaires, il y a les fanfaronnades. Excusez-moi de le dire ainsi, avec un peu de cruauté, il y a les fanfaronnades, la vente du bruit. Comment ça fait-il que nous faisons face à une ville aussi insalubre? Mais si tu visites les sites internet, les chaînes de télévision, c'est rempli des images de salubrité. C'est pas possible. Nous devons avoir honte dans ce pays. Vous avez vu quelqu'un, il ramasse 15 bouteilles. La ville produit en moyenne, j'ai fait le calcul hier, jusqu'à 108 millions de bouteilles par jour. 108 millions. 108 millions de bouteilles par jour, plastique. Quelqu'un qui ramasse 1000 bouteilles, il va prendre les images et dit non, c'est lui qui a assaini la ville. Mais c'est le contraire. Raison pour laquelle vous voyez... Généralement, ce sont des ONG qui font ça. Des ONG. Et même les politiciens. Il faut voir ça pour justifier. Il faut voir les députés aussi. Il faut voir ce que font les députés dans les quartiers. Bon, ils essayent d'encourager, de donner, de booster un peu. Sur le plan de la sensibilisation, ça marche. Mais si c'est sur base de ça que la ville va être assainie, il faut avoir honte. Moi, je crois qu'il y a des actions que même la haute hiérarchie devrait mener. On n'a pas besoin de voir ça à la télé. Nous avons besoin de voir des choses concrètes sur le terrain. On commence par un pas. Hein, les si 1 pas de quoi? 1 kilomètre de route. C'est ça le problème. Alors, si quelqu'un commence déjà par là, il faut encourager ce qui est fait. Mais demander de faire plus ou de pérenniser ces différentes actions que de dire que c'est rien fait, que nous sommes... nous ne disons pas qu'ils n'ont rien fait. C'est pour cette raison, à la fin, ils n'arrivent pas à faire 1%. Parce que le peuple ne sont pas très regardants, ne sont pas exigeants avec des dirigeants. Ils sont là parce que nous les avons votés, parce que nous leur avons donné le mandat. Pourquoi, quand ils arrivent, ils font des farces, ils font des vidéos, ils font des communications. Ils donnent l'impression d'avoir fait quelque chose, mais sur le terrain, c'est rien. C'est la vente du vent. Et les communicateurs aussi accompagnent. Justement. Parce que quand les communicateurs rentrent de l'élément, c'est pour dire que non, sans lui, en tout cas, cet endroit était très sale, il est passé par là, il a assaini, et puis bon. Mais c'est un coin. Mais la réalité alors? La réalité nous rattrape. Moi, je crois que c'est une entrave à l'assainissement. Parce que si on a comme l'impression qu'on a fait, alors qu'en réalité, on n'a pas fait, on a des jugements dans la tête. Ça nous empêche même de faire mieux. On a vu la vidéo, celui-ci a fait ceci. On a ramassé 14 bouteilles. On a curé un caniveau. Et après, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir à la télé, qu'on les voit sur le terrain. D'ailleurs, la plus grande communication, c'est celle qui peut être faite par la communauté. On s'est dit, voici Madame Réma a assaini la ville, on a compris, assaini ceci, on a vu. Ces fanfaronnades-là, c'est ce qui ont tué les problèmes d'assainissement. On donne l'impression des choses qu'on ne fait pas. Je crois que les dirigeants nous entendent. Ils devraient avoir honte de continuer à communiquer sur des choses qui n'ont pas du contenu. Le plus important, ce que nous voulons, surtout pour ce mandat, je crois que le peuple serait aussi trop exigeant dans le secteur lié à l'environnement, à l'assainissement, parce que c'est de cette insalubrité que naissent les inondations,
que prolifèrent les moustiques qui piquent les Congolais, qui leur donnent de maladies. On ne devait pas prendre cette question à la légèreté. Les autorités devraient se concentrer dessus, mettre des moyens conséquents, mettre en place des comités de suivi conséquents pour qu'il y ait des preuves palpables d'assainissement de la ville. Et je crois que si à la fin de ce mandat, les 5 années qui sont déjà en train de se consommer, on voit que le gouverneur a fait un pas, par exemple, tel ministre. Nous avons un ministère d'État en matière d'environnement, un gouverneur, un ministre provincial de l'environnement. Avec cet environnement-là, c'est quoi le bilan des personnes? Moi, je crois que ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais il y a encore temps. C'est pourquoi, si on en parle, c'est pour les interpeller. Nous, peuple, nous les regardons. Nous sommes conscients. Oui, nous sommes exigeants cette fois-ci. Oui, vous interpellez, mais vous voulez... Quel genre des actions concrètes à poser sur le terrain? Justement, alors que le diagnostic a déjà été fait, il y a une possibilité d'agir pour renverser la tendance. Pour moi, la première action à être faite dans ces systèmes comme le nôtre, parce que ne nous voilons pas la face, parfois aussi on est dur avec les autorités. Assainir la ville demande suffisamment de moyens logistiques, des moyens en termes d'hommes, tout ça, et peut-être nous n'avons pas ce moyen-là. Mais pour moi, la force, c'est connaître sa faiblesse aussi. Sachant que nous n'avons pas ces moyens de recyclage. Pourquoi négliger les lois qui interdisent la production massive de déchets non biodégradables? Surtout en plastique, parce qu'il y a dernièrement une entreprise qui produit des jus et c'est toujours en plastique. On ne veut pas citer le nom. Mais ce qui est vrai, pour moi, je m'attendais à cette production... que l'on puisse recourir quand même à des emballages peut-être en bouteille, par exemple, ou bien des emballages un peu biodégradables, par exemple, justement. Pour que nous puissions... Mais on est revenu à l'ancien temps. Ça serait même un message de pouvoir lancer que non, c'est vrai, il y a une nouvelle entreprise, c'est vrai, cette entreprise donne de l'emploi aux Quinois, mais cette entreprise aussi respecte les normes environnementales. Entre autres, nous produisons nos emballages qui sont des biodégradables et que ça permet à l'environnement de respirer un tout petit peu. Nous ne sommes pas venus pour... comment on dit, accentuer au fait la situation qui existe déjà. Problèmes. Parce que déjà, nous déplorons. Et je me demande, on a dit, plus question des emballages en plastique. Bon, je vois dans les supermarchés, c'est un peu respecté. Mais pourquoi on n'a pas continué à faire en sorte que ces entreprises qui produisent, par exemple, ce que nous buvons tous les jours, de les produire aussi autrement, c'est-à-dire avec des emballages un peu acceptables sur le plan environnemental? C'est ça le problème. C'est ça le problème, madame. C'est une grande inquiétude. Parce que l'entreprise, elle est quand même grande, mais enfin... C'est ça le problème. Tout ce que je suis en train de vous parler, madame, je ne cherche pas à inventer la roue. Les solutions ont existé ailleurs. Je ne parle pas des pays d'Europe, des pays africains qui sont arrivés à maîtriser les circuits de production de déchets et ils ont de villes salubres. Donnez-nous un peu quelques exemples. Oui. Vous voulez que je cite les voisins qui nous menacent? C'était déjà, vous avez entendu? Ce sont des gars qui ont mis en place des systèmes qui... c'est propre chez eux là-bas en Ouganda, la ville est aussi propre. Il ne faut pas, justement... Et ce qu'ils ont fait chez eux, c'est quelque chose que nous pouvons faire ici. Ils sont intervenus à partir des lois. Ils disent, chez nous, tel type d'emballage n'entre pas. Parce qu'on suppose que nous n'avons pas les technologies qui puissent les contenir, qui puissent les recycler. Pourquoi vous produisez un jus qui coûte 500 francs, 1000 francs, pour une bouteille qui va prendre 100 ans dans la nature? Il semble que pour chaque bouteille, on paye de taxes. Pour chaque bouteille plastique produite, on paye de taxes. Ça, c'est une autre question. Et si on se plaint de l'argent, d'assainissement, où va cet argent? Ça, c'est une autre question. Mais moi, je suis en train de dire, pour ce qui me concerne, moi, personnellement, la première alternative qu'il faut promouvoir pour lutter contre l'insalubrité, c'est l'application stricte des mesures légales qui existaient déjà. La non-production massive des emballages plastiques. Nous avons des cycles, on peut les prendre en bouteilles réutilisables. Comme à l'époque. C'est très bien. On le fait comme ça. Si le gouverneur arrive à faire ça, si le gouverneur arrive à appliquer le fait que tous les secrets soient en bouteilles réutilisables, chaque jour, ça sera en moyenne 100 millions de bouteilles qui seront évitées dans la nature. Vous aviez parlé aussi de la non-implication des familles. Justement. Parce que tout doit commencer à la base. Mais quelle est la solution que vous proposez par rapport... vous voulez qu'on les implique comment dans l'assainissement de la ville? La première solution, j'avais dit, c'était l'application de la loi. La deuxième solution, c'est la définition de politique d'implication de ces familles. Parce que je l'ai dit ceci. Si j'ai commencé à citer les différentes parties prenantes à l'assainissement, parce que je suppose que c'est une question de tout le monde.
Mais la politique qui va faire à ce que ces implications de famille soient pérennes, c'est une politique qui vient de la haute hiérarchie. Auparavant, madame, je crois que vous vous souvenez bien. Vous avez une idée de cette politique-là? Non, je suis en train de développer. Oui. Pour couper un seul arbre dans les temps passés, c'était des procédures. Il faut aller à la commune, il faut demander des autorisations. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça se fait? Donc, tout le monde, il y a toute une génération qui naît des sans-foutistes. Il n'y a aucune inquiétude. Il y avait des sans-longues qui se faisaient. Pourquoi il n'y a pas une faiblesse? Pourquoi il y a cette négligence de la part de nos autorités? C'est une politique qui peut être impulsée. Maintenant, on s'est dit, maintenant, à nouveau, chaque samedi ou chaque fin du mois, les samedis, tout le monde au salongo. Comme déjà nous sommes dans la semaine anglaise, on ne va pas déjà au travail les samedis. On peut dire chaque samedi du fin du mois, tout le monde salongo dans son avion. Dans le projet Kinshasa Ezobonga peut quand même récupérer ce jour-là pour les salons dans nos quartiers. Et puis, tout ce que le gouvernement aura à mettre en place, ce sont des équipes de suivi et de contrôle. Et en sanctionnant les personnes. Donc, si on les sanctionne pour la première fois. La deuxième fois, tu finiras par comprendre toi-même que c'est des agents de l'État qui aiment trop les Kanyaka aussi, ça, il faut le relever. C'est ça le problème, c'est ça la complexité de ces problèmes. Mais je crois que si nous pensons que nous sommes engloutis par la corruption, engloutis par les difficultés, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous en sortir. Non! Ce sont des hommes qui ont installé ça. Et ce sont des hommes qui peuvent désinstaller ça, pour ne pas dire déboulonner ce système. Il y a la possibilité, si les autorités prennent en considération vraiment cette question d'environnement, on peut y mettre l'attention. Qui n'a pas porté le cache-nez pendant la Covid ici? Tout le monde. Tout le monde en a porté. Et qui n'a pas payé? Qui n'a pas payé s'il n'a pas porté les cache-nez? Avant de prendre son avion, il faut payer aussi. Justement, c'est un problème. Et passer même les tests, c'était une obligation. Un problème de la considération qu'on a à la thématique et les efforts qu'on y déploie pour résoudre cette préoccupation. Si les autorités vraiment comprennent que la question d'assainissement est une question primordiale et que Kinshasa la Belle devrait se revêtir de cette ancienne robe de la beauté, alors il y a un prix à payer. Nous avons une croissance démographique qui est aussi d'une manière, c'est là où je vais ajouter les troisième éléments, je crois que c'est là où je vais citer, une croissance démographique qui est accentuée aussi par l'exode rural. Vous savez, madame, nous qui venons du village, nous avons un grand sérieux problème de mentalité, surtout dans la gestion des déchets. Ça, on doit se le dire. Moi, je viens de l'intérieur. Nous qui venons de l'intérieur, nous avons un sérieux problème. Alors que les villages sont propres. Les villages sont propres, mais les villages, beaucoup de villages, ça c'est une réalité, il n'y a pas beaucoup de déchets non biodégradables. Les villages, pour ceux qui sont dans les villages, vraiment des bons villages là, ce sont des trucs naturels qu'on utilise. Et donc, vous allez prendre des feuilles de chikwang, vous les jetez. Après 3 mois, vous ne le verrez plus parce que ça va se décomposer. Vous ne saurez pas que si c'était le plastique, vous le verrez après autant de temps. Et cette mentalité-là, on l'amène ici. Donc, quand on prend les jus, on finit, on passe à la fête de chikwang. On jette à côté. Et après, si nous sommes 7 qui jetons par jour, et fois le nombre de jours, et fois le nombre de mois, vous avez des déchets. Et ça crée des problèmes. Et on est là pour se plaindre. C'est pour ça que la dernière proposition que je peux faire pour aujourd'hui, c'est le fait de déployer un grand plan d'éducation à l'environnement de la communauté quinoise. Donc, à l'environnement, éducation mésologique, en utilisant maintenant les différents leaders d'opinion que je viens de citer ici, les médias, les artistes. Pourquoi pas les joueurs? Ils sont trop influents. S'ils passent un message, ça sera entendu. Les artistes. Les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion. C'est ça les trois. Qui demandent aussi de cacher consistance. Ça aussi, il faut le dire. Hein? Ah, ça aussi, c'est... Alors que c'est aussi de leur devoir de contribuer. On a comme l'impression que partout, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Je crois que sur le plan de mentalité, on doit se dépasser. Vous qui les faites, nous qui les faisons, je crois qu'on devait aussi exiger des cachets. Je ne sais pas à qui on doit le demander. Je dis, c'est notre ville à nous. S'il faut que je fasse quelque chose, la moindre que je peux faire, c'est passer ici chez Top Congo avec la faveur que vous me faites pour passer un message. Pourquoi ça ne peut pas être aussi la même cause partagée par les artistes qui se disent, je chante aussi pour l'assainissement de ma ville, je balance un message sur les réseaux sociaux à cause de l'assainissement de ma ville. Vous les joueurs qui nous entendez, les leaders qui nous entendez, les artistes qui nous entendez, je vois, il faut beaucoup de gags dans des trucs qui n'ont peut-être rien à voir avec la société. Pourtant, nous avons des questions épineuses.
Merci beaucoup, Monsieur Berthet. En tout cas, je suis très ravie de vous entendre parler, surtout votre intelligence, c'est impressionnant quand même. Merci, madame. Merci à nos auditeurs. Entrave à l'assainissement, nous en avons parlé aujourd'hui et Monsieur Berthet a même proposé des alternatives pour que nous puissions sortir de cette situation. Aimer son pays, c'est aussi faire en sorte que son environnement ou l'environnement dans lequel nous vivons soit aussi sain. C'est aussi ça, aimer son pays. Nous avons terminé avec cette émission. En tout cas, j'espère que vous allez encore une fois de plus aimer, partager plus. Si vous avez eu cette chance de nous suivre avec des belles images, c'est grâce à Théophile Oussakweno et Patrick Mongongo. Le son a été assuré par Grace Lema et aussi tout a été réalisé par Miguel Mena. Merci Bertin. Je pense que nous allons nous retrouver avec un autre sujet très prochainement. Bonne suite de nos programmes. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.